J'ai longtemps cru que mes parents étaient l'incarnation parfaite de l'honneur et du pouvoir, jusqu'à ce que mes 2 enfants meurent de la même manière, dans le même hôpital, suivis par le même médecin. En creusant plus profondément, j'ai découvert des paiements mystérieux, des dossiers modifiés et une vérité qui m'a glacé le sang. Ma propre famille avait engagé quelqu'un pour faire du mal à mes enfants, afin de protéger la lignée pure des Whitmore. Maintenant, c'est à leur tour de payer pour chaque larme que j'ai versée. Bonjour, je m'appelle Jackson Whitmore, mais si vous me rencontrez les jours où j'échappe à l'ombre de ma famille, je veux juste que vous m'appeliez Jacques. Juste Jacques. À 27 ans, je vis dans un appartement de luxe au cœur d'Atlanta, où les gratte-ciel reflètent la lumière comme des joyaux froids et scintillants. De la fenêtre de mon salon, je peux voir la ville s'étendre, scintillant comme un rêve qui ne dort jamais. Mais parfois, je regarde dehors et je ne vois que moi-même, un homme piégé dans une cage de verre faite de renommée, d'attente et du nom Whitmore. J'ai grandi dans une famille où le pouvoir et l'argent étaient le seul langage. Mon père, Thomas Whitmore, 58 ans, est un homme d'affaires aussi froid que l'acier, avec des yeux perçants qui pourraient faire baisser la tête à n'importe qui dans une salle de conseil. Il a toujours dit que les émotions étaient une faiblesse humaine, quelque chose qui faisait dérailler la parfaite machinerie de la raison. Ma mère, Eleanor Whitmore, 56 ans, est une femme fière et d'une intelligence effrayante. Elle était autrefois chercheuse en biomédecine, mais elle est maintenant connue dans la haute société pour sa discipline et ses normes exigeantes. Notre manoir familial sur Northside, il n'est pas seulement une maison. C'est un symbole. 3 générations de magnats de Whitmore Financial Holdings ont bâti cet empire, et j'étais destiné à en hériter. Dès mon plus jeune âge, chaque étape de ma vie a été planifiée. La meilleure école, des études à l'étranger en Angleterre, un diplôme en finance d'Oxford. Je n'avais pas le droit de choisir, d'échouer ou d'être moi-même. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais un homme élégant dans un costume impeccable, les cheveux soigneusement peignés. Mais à l'intérieur, j'avais envie de crier. J'aspirais à vivre comme une personne ordinaire, pas comme l'héritier Whitmore. Je voulais courir sous la pluie sans me soucier d'abîmer des chaussures en cuir cher. M'asseoir dans un café délabré et parler à quelqu'un sans craindre qu'il sache qui j'étais. Puis, par une journée d'été étouffante à Atlanta, je l'ai rencontré. Amara Collins, un nom qui deviendrait plus tard le battement de mon âme. Ce jour-là, j'assistais à un événement caritatif pour rénover une école dans un quartier pauvre du sud d'Atlanta. C'était l'un des projets que notre entreprise parrainait, principalement pour soigner notre image publique. J'y suis allé à contre-cœur, voulant juste remplir mon obligation et retourner à ma pile de rapports financiers. Mais quand je suis entré dans la petite cour d'école poussiéreuse, je l'ai vue, Amara, 25 ans, une enseignante de maternelle d'origine africaine, debout au milieu d'un groupe d'enfants, souriant aussi vivement que le soleil. Elle portait une chemise bleu clair, ses cheveux attachés en hauteur, ses mains tachées de peinture pour avoir aidé les enfants à peindre un nouveau mur. Son sourire, la manière dont elle s'agenouillait pour parler à un enfant en pleurs, la façon dont elle essuyait la sueur de son front tout en continuant de rire. C'était comme une brise fraîche qui soufflait dans mon cœur étouffé. Je suis resté là, oubliant pourquoi j'étais venu. Allez-vous rester là à regarder ou allez-vous vraiment aider, m'a interpellé Amara, son ton mi-taquin, mi-sérieux. Les enfants ont rigolé, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti aussi maladroit qu'un écolier. Je me suis avancé, j'ai pris le pinceau qu'elle m'a tendu et j'ai commencé à peindre. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais chaque fois qu'elle me montrait comment mélanger les couleurs ou qu'elle riait parce que j'avais de la peinture sur ma chemise, je me sentais vivant. Vraiment vivant. Dans les jours qui ont suivi, j'ai trouvé des excuses pour revenir. Parfois, j'apportais des matériaux de construction. D'autres fois, j'aidais à réparer le toit de l'école. Je ne lui ai pas parlé de mon passé. Pour elle, j'étais juste Jacques, un gars maladroit qui aimait aider, et j'aimais ça. Avec Amara, je n'avais pas à être parfait. Je n'avais pas à maintenir une image ou à me soucier des regards critiques. Amara vivait dans un petit appartement dans le sud d'Atlanta, où les rues étaient bruyantes et sentaient le pain de la boulangerie du coin. Elle était simple, vive et d'une sincérité que je n'avais jamais vue chez personne de la haute société. Une fois, elle m'a invité à dîner chez elle. C'était juste des spaghettis et de la salade, mais la façon dont elle parlait des enfants de son école, la façon dont elle riait quand elle renversait de la sauce sur la table, donnait l'impression que c'était le festin le plus somptueux que j'ai jamais eu. « Jacques, as-tu déjà simplement marché sans savoir où tu allais ?» m'a-t-elle demandé un jour alors que nous étions assis sur un banc de parc à manger une glace d'un vieux chariot de nourriture. «
Non, ai-je admis, je dois toujours savoir où je vais. Si je ne le sais pas, mes parents ne seraient pas contents. Elle m'a regardé, ses yeux semblant voir à travers tout ce que je cachais. Essaie un jour. Marche juste. Sans réfléchir. Le monde ne s'effondrera pas, et je l'ai fait. Ce jour-là, nous avons erré dans de petites rues sans but, sans plan. Elle m'a montré une fresque murale vibrante, me parlant de l'artiste de rue qui l'avait peinte. Elle m'a entraîné dans une vieille librairie où l'odeur du papier vieilli et le son du jazz m'ont fait oublier les chiffres et les contrats. Elle m'a appris à vivre, non pas pour accomplir quelque chose, mais pour ressentir. J'ai commencé à la voir plus souvent. Les après-midi de week-end, nous nous asseyions au bord de la rivière Chattahoochee, regardant l'eau couler tranquillement. Elle m'a parlé de son rêve d'ouvrir une école maternelle gratuite pour les enfants défavorisés. Je lui ai parlé de mes jours en Angleterre, mais j'ai évité de mentionner ma famille ou le nom Whitmore. Plus je passais de temps avec elle, plus je réalisais que j'étais amoureux. Pas une simple attirance passagère ou une passion impulsive, mais un sentiment profond, comme si elle était la pièce manquante que j'avais cherchée toute ma vie. En Amara, j'ai vu un monde différent. Simple, chaleureux, sans prétention. Elle ne se souciait pas de ce que je possédais ou d'où je venais. Pour elle, je n'étais pas l'héritier d'un empire corporatif, pas le fils de Thomas et Eleanor. J'étais juste Jacques, le gars qui la faisait rire, qui lui tenait la main quand le vent se levait. Un soir, alors que nous nous tenions sous la faible lueur d'un lampadaire, elle a soudainement pris ma main. « Jacques, as-tu déjà pensé à ce qu'est le bonheur ?» J'ai regardé dans ses yeux, mon cœur battant la chamade. Je pensais que c'était l'argent, le pouvoir, mais maintenant je pense que c'est ce moment, être ici avec toi. Elle a souri, ses joues rougissant sous la lumière. Tu es un vrai charmeur. Fais attention, je pourrais m'habituer à des mots comme ça. J'ai ri, la rapprochant de moi. Pour la première fois, je l'ai embrassée. Ce baiser était comme une promesse que je ferais n'importe quoi pour m'accrocher à ce moment, pour m'accrocher à elle. Mais au fond de moi, je savais que le nom Whitmore, ma famille et le monde que j'essayais de fuir ne me laisseraient pas partir si facilement. Je savais que cet amour était un secret dangereux. Je savais que si ma famille le découvrait, ils ne l'accepteraient jamais. Une enseignante de maternelle, quelqu'un qui n'appartenait pas à leur monde. Mais je m'en fichais. Avec Amara, j'ai trouvé le vrai bonheur, non pas dans la richesse ou le statut, mais dans la paix d'être avec la personne que j'aimais. Dans les jours qui ont suivi, Amara et moi avons vécu dans un monde secret que nous nous étions créés. Chaque fois que je quittais son appartement, je regardais attentivement autour de moi, évitant les regards curieux ou les téléphones qui pourraient prendre une photo. Mais comme le dit le dicton, on ne peut pas cacher une aiguille dans une botte de foin pour toujours. Un matin, alors que j'étais assis dans mon bureau chez Whitmore Financial Holdings, mon téléphone a vibré sans cesse. Un message d'un vieil ami. « Qu'est-ce qui se passe, mec ?» En pièce jointe, un lien vers la première page d'un tabloïd. J'ai cliqué et mon cœur s'est arrêté. Il y avait une photo de moi et d'Amara de l'événement caritatif de la semaine précédente, capturant le moment où je me penchais pour l'embrasser sur le front dans la cour de l'école. Elle souriait, ses yeux pétillants, et moi, Jacques, pas Jackson Whitmore, avait l'air plus heureux que jamais. Le titre disait « L'héritier Whitmore amoureux d'une enseignante pauvre, secret ou scandale ». Le sang m'est monté à la tête, mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber le téléphone. Cette photo, ce moment privé, était maintenant exposé à tout Atlanta. Je savais que cela arriverait un jour, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt, si cruellement. J'ai appelé Amara en hâte. Sa voix était calme, mais je pouvais entendre l'inquiétude en dessous. « Jacques, je me fiche de ce qu'ils écrivent. Mais toi, ça va ? » Je voulais dire que j'allais bien, que tout irait bien, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Parce qu'à ce moment-là, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était mon père, Thomas Whitmore. Le message était « Viens à la maison maintenant ». Le manoir de Northside, il ne m'avait jamais fait sentir aussi petit que ce jour-là. Le vaste salon avec ses peintures anciennes sur les murs et la lumière du lustre en cristal semblait m'avaler tout entier. Mon père était assis dans un fauteuil, les mains jointes, les yeux aussi vifs que des couteaux. Ma mère se tenait près de la fenêtre, le dos droit, le visage sans expression. Sur la table reposait le tabloïd avec la photo de moi et d'Amara, comme un verdict en attente de prononciation. « Explique-toi, Jackson, » a dit mon père, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Qui est-elle ?
Une enseignante de maternelle. Que penses-tu faire de l'honneur de cette famille? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Elle s'appelle Amara Collins. Je l'aime, et elle n'a rien à voir avec l'honneur ou l'argent de cette famille. Mon père a laissé échapper un rire, mais c'était un son sec et sans humour. L'amour? Tu appelles cette émotion bon marché de l'amour? Tu es Jackson Whitmore, l'héritier de cet empire. Tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un qui n'appartient pas à notre monde. Amara n'est pas une étrangère, ai-je répondu, ma voix commençant à trembler. C'est la seule personne qui me fait sentir que je vis, pas que j'existe simplement pour vous plaire, à toi et à mère. Ma mère, Eleanor, a finalement parlé. Sa voix était douce mais froide comme une lame enveloppée de velours. Jackson, tu es plus intelligent que ça. Tu sais comment fonctionne cette famille. Nous ne vivons pas pour les émotions. Les émotions sont une faiblesse et tu les laisses t'aveugler. J'ai regardé ma mère, le cœur lourd. Mère, je ne suis pas aveuglé. Je veux juste vivre ma propre vie, pas celle que vous et père avez planifiée pour moi. Mon père s'est levé brusquement, frappant sa main sur la table, faisant trembler le verre en cristal. Assez. Si tu ne mets pas fin à ça, tu ne seras plus l'héritier. Tu seras coupé de l'entreprise, de cette famille. Es-tu prêt à tout jeter pour une fille qui n'a rien d'autre qu'un sourire bon marché? Le sang m'est monté au visage, mais je n'ai pas reculé. Si c'est le prix à payer pour vivre en accord avec moi-même, alors je suis prêt à le payer. L'air dans la pièce semblait se figer. Mon père m'a regardé, ses yeux brûlants de colère et de déception. Ma mère s'est détournée comme si elle ne pouvait pas supporter d'assister à ce moment. Je savais que je me trouvais à un carrefour sans retour possible. J'avais essayé. J'avais lutté. Mais mes paroles étaient comme des pierres jetées dans la mer, impuissantes à changer quoi que ce soit. Cette nuit-là, je suis retourné dans le salon familier du manoir où j'avais grandi, où l'on m'avait appris qui j'étais censé être. La bague de famille, un anneau en or gravé du blason Whitmore, pesait lourd dans ma poche. C'était un symbole de tout ce que j'étais destiné à devenir. Mais maintenant, ce n'était plus qu'un fardeau. J'ai posé la bague sur la table devant mes parents. Je ne veux plus de ça, ai-je dit, ma voix calme mais résolue. Je ne veux pas vivre la vie que vous avez choisie pour moi. Je choisis Amara. Je me choisis. Mon père est resté silencieux, ses yeux semblant me transpercer. Ma mère s'est détournée, ses épaules rigides, pas un mot d'adieu, pas un regard. Je suis sorti du manoir, le cœur lourd mais plus léger que jamais. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. J'ai traversé les rues illuminées d'Atlanta jusqu'au petit appartement d'Amara. Quand elle a ouvert la porte, ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Je lui ai tout raconté, l'article, la dispute avec mes parents, la bague que j'avais rendue. Je n'ai rien caché, pas même ma peur de tout perdre. Amara s'est assise à côté de moi, me prenant la main. Jacques, je n'ai pas besoin que tu sois un héritier. J'ai juste besoin que tu sois Jacques, le gars qui a peint des murs avec moi, qui a ri comme un idiot quand il a renversé de la glace sur sa chemise. Si tu me choisis, alors je te choisis. J'ai regardé dans ses yeux et tous mes doutes, toutes mes craintes se sont dissipées. Elle était mon foyer, l'endroit où j'appartenais. Amara, ai-je murmuré. Sais-tu que tu vaux plus que tout au monde? Elle a ri, des larmes brillant sur ses joues. Ne dis pas ça, Jacques. Je ne suis qu'une enseignante de maternelle. Mais si tu m'as choisi, je ne te laisserai pas le regretter. Cette nuit-là, nous nous sommes assis ensemble, planifiant une nouvelle vie. Une vie simple, loin des gratte-ciel et des fêtes somptueuses. Je trouverai un nouveau travail, loin de l'entreprise de ma famille. Amara continuerait d'enseigner, apportant des sourires au visage des enfants. Nous avons rêvé d'une petite maison, peut-être en banlieue, où nous pourrions planter un jardin et écouter le chant des oiseaux chaque matin. Environ une semaine plus tard, Amara et moi avons trouvé un petit appartement dans la banlieue sud d'Atlanta, où les rues étaient ombragées par des chênes et le bourdonnement des insectes remplissait les soirées. L'appartement n'était pas grand, juste une chambre, un petit coin cuisine et un balcon juste assez grand pour 2 chaises et une plante en pot. Mais pour nous, c'était notre monde entier. Chaque matin, je me réveillais à côté d'Amara, l'écoutant fredonner une vieille chanson en préparant le café, et mon cœur se sentait plus léger que jamais. Plus de réunions de conseils tendus, plus de regards froids de mon père, plus de rappels de ma mère sur mon devoir envers la famille. Ici, j'étais juste Jacques,
l'homme qui aimait Amara et qui était aimé par elle en retour. J'ai trouvé un travail dans une petite entreprise de technologie financière où personne ne savait que j'étais Jackson Whitmore. Le travail n'était pas glamour, pas de contrat à $1 million, mais c'était suffisant pour qu'Amara et moi vivions confortablement. Amara a continué d'enseigner à sa maternelle, ramenant à la maison des histoires sur les enfants, comme comment un petit garçon avait peint un monde entier sur le mur juste pour elle, ou comment une petite fille l'avait serré fort dans ses bras à la fin de la journée. Chaque soir, nous nous asseyions sur le balcon en mangeant des repas simples, parfois juste des sandwichs et de la soupe à la tomate, mais je ne m'étais jamais senti aussi heureux. Une année a passé et puis un après-midi, alors que la lumière dorée du soleil se déversait dans l'appartement, Amara m'a tiré sur le canapé, les yeux pétillants. « Jacques » a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Je suis enceinte. » Je suis resté immobile un instant, non pas par choc, mais parce que la joie était si écrasante que je ne savais pas comment réagir. Puis je l'ai prise dans une étreinte serrée, riant jusqu'à ce que des larmes coulent sur mon visage. « Vraiment ? Toi ? Nous ? Nous allons avoir un bébé ? » Elle a hoché la tête, des larmes roulant sur ses joues, et nous nous sommes tenus dans les bras l'un de l'autre, riant et pleurant en même temps, comme deux enfants qui venaient de trouver un trésor. Nous avons nommé notre enfant Emory, un nom qui signifie force et résilience. Bien que nous ne connaissions pas encore le sexe du bébé, nous imaginions notre enfant avec mes yeux et la peau chaude et brune d'Amara, un mélange parfait des deux mondes auxquels nous appartenions. J'ai commencé à rêver de matin à pousser une poussette dans le quartier, du rire d'Emory résonnant dans notre petit appartement. J'ai décidé de contacter ma famille pour leur annoncer la nouvelle. Bien que je les ai laissés derrière moi, je gardais un faible espoir qu'ils puissent être heureux pour moi. J'ai envoyé un court email à ma mère pour lui parler d'Amara, d'Emory, de notre nouvelle vie. J'ai attendu jour après jour, mais n'ai reçu que le silence. Pas une seule réponse, pas un seul appel. Mes parents, qui avaient autrefois contrôlé chaque étape de ma vie, refusaient maintenant de reconnaître mon existence. Ça faisait mal, mais je me suis dit que j'avais choisi Amara, et que c'était le bon choix. Le jour de la naissance d'Emory, mon cœur a eu l'impression de s'arrêter. Notre bébé reposait dans les bras d'Amara, si petit, avec de grands yeux ronds comme les miens, et une peau chaude et brune comme celle de sa mère. J'ai regardé Emory, j'ai regardé Amara, et j'ai pensé que c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Emory, ai-je murmuré, caressant doucement sa joue. Tu es mon monde entier. Mais cette joie n'a duré que quelques heures. Peu de temps après la naissance, le médecin est entré dans la chambre, le visage grave. Nous devons placer le bébé dans un incubateur pour observation, a-t-il dit. Il y a des signes suggérant un possible trouble génétique rare. C'est juste une précaution. Le sol semblait s'effondrer sous moi. Amara a serré ma main fermement, les yeux rouges, mais essayant de rester calme. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mon bébé va bien, n'est-ce pas ? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Le médecin nous a rassurés en disant qu'ils avaient juste besoin de plus de tests, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Je suis resté devant l'unité de soins intensifs, regardant à travers la vitre Emory, allongé dans l'incubateur, de minuscules tubes attachés à son corps. Amara était assise à proximité, ses yeux ne quittant jamais notre enfant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Je voulais la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais j'étais moi-même sous le choc. Je faisais confiance à l'hôpital, je croyais qu'il ferait tout pour sauver Emory. Mais chaque fois que je voyais la peur dans les yeux d'Amara, une terreur invisible se resserrait autour de mon cœur. Les jours qui ont suivi ont été un enchaînement confus de nuits blanches. Amara quittait à peine l'hôpital, assise près de la vitre, chuchotant des mots d'amour à Emory. Je lui apportais du café et des sandwichs, essayant de la faire sourire, mais ses sourires étaient faibles maintenant, comme une bougie sur le point de s'éteindre. Je me suis dit que nous allions traverser ça, qu'Emory serait en bonne santé, que ce n'était qu'un petit obstacle. Mais un matin pluvieux, le médecin nous a appelés dans son bureau. Il était assis en face de nous, les mains jointes, la voix basse. « Je suis vraiment désolé », a-t-il dit. Le cœur du bébé s'est arrêté ce matin. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais Emory souffrait d'un trouble métabolique rare et incurable. C'était comme si on m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Amara a laissé échapper un sanglot, ses pleurs déchirant le silence. Je voulais dire quelque chose, crier, demander pourquoi, mais je suis juste resté là, figé. Emory, l'enfant que nous avions aimé avant même sa naissance, était parti.
Quelques jours auparavant, je l'avais tenu dans mes bras, rêvant de notre avenir heureux. Maintenant, il n'y avait qu'un vide insondable. Les funérailles d'Emory ont eu lieu discrètement dans une petite chapelle. Seuls quelques amis proches, les collègues d'Amara et sa famille sont venus présenter leurs condoléances. Les parents d'Amara m'ont serré dans leurs bras, offrant des mots de réconfort, mais je ne pouvais que hocher la tête, incapable de parler. Pas un seul Whitmore n'est apparu. Je n'étais pas surpris, mais leur silence était toujours aussi tranchant qu'un couteau. J'avais espéré, même un tout petit peu, qu'ils viendraient, pas pour moi, mais pour Emory, pour le petit enfant qu'ils n'ont jamais rencontré. Après la cérémonie, Amara et moi nous sommes assis près du portrait d'Emory. La petite photo prise dans le bref instant où notre enfant reposait dans les bras de sa mère était un cruel rappel de ce que nous avions perdu. Amara m'a tenu la main, mais elle ne pleurait plus. Elle fixait simplement le portrait, les yeux vides. « Jacques » a-t-elle murmuré. « Penses-tu que nous avons fait quelque chose de mal ?» Je l'ai prise dans mes bras, mes larmes tombant dans ses cheveux. « Non, Amara. Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons aimé Emory. Nous lui avons tout donné. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi. Pourquoi Emory? Pourquoi nous? J'avais laissé derrière moi le monde scintillant de ma famille, choisi une vie simple avec Amara. Pourtant, la douleur nous avait quand même trouvés, comme une ombre à laquelle nous ne pouvions pas échapper. J'ai serré Amara plus fort, essayant de la protéger. Mais je savais que nous étions tous les deux en train de nous briser. 2 ans après la mort d'Emory, nos vies sont devenues une succession de jours tranquilles, comme si nous essayions tous les deux de marcher sur une corde raide, craignant qu'un faux pas ne nous plonge dans l'abîme des souvenirs. Nous parlions rarement d'Emory, mais elle était toujours là, dans le regard lointain d'Amara lorsqu'elle faisait la vaisselle, dans les nuits blanches que je passais à fixer le plafond, imaginant les pleurs de notre enfant. Notre petit appartement restait chaleureux, mais il y avait des silences que nous n'osions pas toucher. Amara a continué d'enseigner, apportant toujours des sourires aux enfants, mais j'ai remarqué que son sourire ne brillait plus aussi vivement qu'avant. J'ai continué à travailler dans l'entreprise de technologie financière, m'efforçant de construire une vie stable pour nous deux. Nous ne parlions pas de l'avenir lointain, nous vivions simplement au jour le jour, comme si nous essayions de nous convaincre que le temps guérirait tout. Puis un après-midi de printemps, alors que les chênes à l'extérieur de notre balcon commençaient à bourgeonner, Amara est entrée dans la pièce en tenant un test de grossesse. Ses yeux pétillaient, mais ils étaient aussi remplis d'inquiétude. « Jacques » a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Je suis de nouveau enceinte. » Je l'ai regardée, mon cœur battant la chamade, la joie mêlée de peur comme une vague déferlant en moi. Je l'ai serrée dans mes bras, en chuchotant, « Cette fois, ce sera différent, Amara. Nous ferons tout bien. » Mais même en prononçant ces mots, j'ai senti un nœud dans ma poitrine. Je ne pouvais pas oublier Emory. Je ne pouvais pas oublier le regard dans les yeux d'Amara alors qu'elle était assise près de l'incubateur. Je ne pouvais pas oublier le jour où nous avons perdu notre enfant. Nous étions plus prudents que jamais. Amara voyait le médecin régulièrement, subissant tous les tests possibles. Nous avons consulté des spécialistes, lu des piles de documents sur la génétique et les soins prénataux. Je faisais des heures supplémentaires pour couvrir les visites médicales tandis qu'Amara réduisait son enseignement pour se reposer davantage. Chaque soir, je posais ma main sur son ventre, sentant les petits mouvements de notre bébé et je me disais, cette fois, tout ira bien. Cette fois, nous pourrons être parents. Le jour de la naissance de Caleb, j'ai eu l'impression de revivre. Notre petit garçon, en parfaite santé, avec des cheveux noirs et doux et des lèvres pincées comme s'il était perdu dans un rêve. Amara le tenait, des larmes coulant sur son visage, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Caleb » a-t-elle murmuré. « Tu es ma lumière. » Je les ai regardés, mon cœur débordant de bonheur. Caleb était le cadeau que nous avions attendu, l'espoir après ces jours sombres. Pendant les premiers jours, Caleb était en bonne santé. Il mangeait bien, dormait profondément, et chaque fois qu'il ouvrait les yeux pour me regarder, c'était comme si le monde entier souriait. Amara s'est remise à chanter, les berceuses qu'elle fredonnait pour Emory. Nous avons pris d'innombrables photos, riant de savoir à qui Caleb ressemblerait le plus en grandissant. J'ai commencé à rêver de l'emmener au parc, de lui apprendre à taper dans un ballon de football, ou simplement de m'asseoir avec lui sur le balcon en regardant le coucher du soleil. Mais le 8e jour, lorsque nous avons emmené Caleb pour un examen de routine, le médecin a regardé les résultats des tests avec une expression que je ne voulais plus jamais revoir.
Il y a des symptômes anormaux, a-t-il dit, la voix basse. Nous devons l'admettre en soins intensifs pour une surveillance plus approfondie. Le sol a semblé trembler sous moi. Amara a serré ma main fermement, son visage pâle. Non, a-t-elle murmuré. Ça ne peut pas être. Docteur, vous vous trompez, n'est-ce pas? Le médecin nous a rassurés en disant qu'ils feraient tout leur possible. J'ai tenu Amara, essayant de rester calme, mais à l'intérieur, j'entendais le murmure de la peur. Non, pas encore. Nous faisions confiance aux médecins, faisions confiance à l'hôpital, mais au fond de moi, je ressentais un sentiment de terreur inexplicable. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. Caleb était aux soins intensifs, de minuscules tubes enroulés autour de son petit corps. Amara était assise près de la vitre comme elle l'avait fait avec Emory, les yeux rouges, mais ne quittant jamais notre fils. Je me tenais derrière elle, ma main sur son épaule, mais je ne trouvais pas les mots pour apaiser la douleur. Chaque bip des machines était un couteau dans mon cœur. Puis un matin gris, le médecin nous a appelés dans son bureau. J'ai su au moment où j'ai vu son visage que de mauvaises nouvelles étaient arrivées. Je suis vraiment désolé, a-t-il dit, la voix étranglée. Caleb n'a pas survécu. Son cœur s'est arrêté à cause d'une insuffisance cardiaque liée à une maladie génétique congénitale rare. Amara s'est effondrée dans mes bras, ses pleurs déchirant le silence. Je l'ai tenue, mais je pouvais à peine me tenir debout moi-même. Non, ai-je répété, comme si nier la vérité pouvait la changer. Pas Caleb. Pas encore. Mais la vérité était aussi cruelle qu'une lame aiguisée. Caleb, notre lumière, était parti, tout comme Emory. Les funérailles de Caleb ont eu lieu en silence dans la même chapelle où nous avions dit au revoir à Emory. Seuls quelques amis proches, les collègues d'Amara et sa famille, y ont assisté. Je suis resté là, tenant la main d'Amara, mais nous étions tous les deux comme des ombres, vides et sans vie. Je ne pouvais pas croire que le destin puisse être si cruel. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi nous devions endurer cette douleur une seconde fois. Mais alors que la cérémonie touchait à sa fin, j'ai entendu des pas familiers. J'ai levé les yeux et mon cœur s'est arrêté. Mon père Thomas et ma mère Éléanore sont entrés, accompagnés de quelques-uns de leurs amis du cercle financier. Ils ont apporté une grande couronne, leur visage sévère, leurs condoléances formelles. Nous sommes vraiment désolés, a dit mon père, sa voix basse, mais dépourvue d'émotion. Ma mère a hoché la tête, ses yeux glissant sur Amara comme si elle n'existait pas. J'étais stupéfait. Après 2 ans de silence, après avoir ignoré la nouvelle d'Emory, il se montrait maintenant. Pas pour moi, pas pour Caleb, mais pour quelque chose que je ne pouvais pas encore saisir. Amara a serré ma main, mais n'a rien dit. Je sentais la tension en elle comme une corde sur le point de se rompre. Après la cérémonie, mes parents ont demandé à parler en privé dans un coin de la chapelle. Je voulais refuser, leur dire de partir, mais Amara a hoché la tête, ses yeux lasses mais résolus. Nous nous sommes assis, nous 4, dans une petite pièce, l'air lourd comme du plomb. Mon père a parlé le premier, sa voix aussi froide que lors d'une réunion de conseil d'administration. Jackson, nous t'avions prévenu. Toi et cette fille, vous n'êtes pas génétiquement compatibles. Des tragédies comme celle-ci continueront de se produire si tu insistes pour rester avec elle. Le sang m'est monté à la tête. Que dis-tu? Caleb et Emory sont morts de maladie, pas à cause d'Amara. Ma mère m'a regardé, sa voix douce, mais empreinte d'intention. Jackson, l'amour ne peut pas surmonter les lois de la génétique. Tu dois penser à l'avenir, à la lignée Whitmore. Il y a des parties plus convenables. Comme la fille Langlais. Un mariage approprié restaurerait notre réputation et la pureté de notre lignée. Je me suis levé, les mains tremblant de rage. Pureté de notre lignée. Vous parlez de mon fils, de Caleb, comme s'il était une erreur. Amara est ma femme, la femme que j'aime. Je ne la trahirai jamais. Amara était assise en silence, les yeux baissés. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose, qu'elle se lève et défende notre amour comme elle l'avait fait auparavant, mais elle s'est seulement levée et est sortie tranquillement de la pièce. J'ai appelé après elle, mais elle ne s'est pas retournée. Une vague de malaise m'a envahi, comme si je l'avais perdue à nouveau. Je me suis tourné vers mes parents, ma voix tremblant de colère. Sortez maintenant. Ne vous montrez plus jamais à moi ou à Amara. Mon père m'a regardé, ses yeux froids comme de la glace. Ma mère s'est détournée, ses lèvres serrées.
Ils sont partis, emportant leur couronne et leurs paroles venimeuses, me laissant dans la pièce vide. Mais alors que la porte de la chapelle se fermait, je savais qu'ils n'étaient pas du genre à abandonner facilement, et au fond de moi, une graine de doute a commencé à germer, comme une plante vénéneuse attendant de pousser. Dans les jours qui ont suivi les funérailles de Caleb, Amara est devenue plus silencieuse que jamais. Elle était toujours là dans notre petit appartement, mais elle semblait être une ombre d'elle-même. Chaque soir, elle s'asseyait dans le fauteuil, serrant les photos encadrées d'Emory et de Caleb, son regard se perdant au loin, comme si elle était perdue dans un monde où je ne pouvais pas entrer. J'ai essayé de la sortir de sa douleur, en ramenant à la maison des choses qu'elle aimait. Des sandwichs de l'épicerie du coin, des tournesols qui, disait-elle autrefois, lui rappelaient l'été. Je racontais des histoires stupides sur le travail, sur un collègue maladroit qui renversait du café sur son clavier, mais son sourire était fugace, fragile comme une brise passagère. Amara, ai-je dit un soir, m'asseyant à côté d'elle et lui prenant la main. Parle-moi. À quoi penses-tu? Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas que nous existions simplement sans vraiment vivre. Elle m'a regardé, ses yeux remplis d'une profonde tristesse, mais aussi d'autre chose. Une agitation, comme si elle cachait quelque chose. Jacques, je suis juste fatiguée, a-t-elle dit, sa voix si douce que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. Je ne sais plus comment continuer. Puis elle s'est levée et est allée dans la chambre, me laissant avec un sentiment d'impuissance. Je voulais crier, abattre le mur invisible entre nous, mais tout ce que je pouvais faire était de la serrer dans mes bras pendant qu'elle dormait, en espérant que ma chaleur pourrait apaiser les blessures que je ne pouvais pas voir. Un après-midi, je suis rentré après une longue journée de travail, portant un bouquet de tournesol, en espérant qu'il la ferait sourire. Mais quand j'ai ouvert la porte, l'appartement était d'un silence étouffant. Il n'y avait pas le doux fredonnement d'Amara, pas l'odeur du café qu'elle préparait habituellement. Ses affaires, le pull vert qu'elle aimait, les chaussures en toile près de la porte, même la tasse avec un smiley, avaient disparu. Sur la table de la cuisine se trouvait une seule feuille de papier pliée. L'écriture d'Amara, tremblante mais claire. Mes mains tremblaient en la ramassant, la laissant presque tomber. Jacques, écrivait-elle, je suis désolée. Je ne peux plus vivre avec cette douleur. Chaque jour, je vois Emory et Caleb dans mes rêves et je ne supporte pas l'idée que je n'ai pas pu les protéger. Tu mérites le bonheur, mais je ne peux plus être celle qui te le donne. S'il te plaît, ne me cherche pas. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai eu l'impression que mon cœur était écrasé. J'ai appelé son téléphone, mais il était déconnecté. Je me suis précipité dehors, courant à la maternelle où elle enseignait, demandant à ses amis, ses collègues, même ses parents dans la banlieue d'Atlanta. Personne ne savait où elle était allée. Amara, la femme qui avait été mon monde entier, avait disparu comme une rafale de vent, ne laissant aucune trace. Je l'ai signalé à la police, mais ils ont seulement secoué la tête, disant qu'elle était une adulte ayant le droit de partir si elle le choisissait. Chaque nuit, je m'asseyais sur le balcon, fixant l'obscurité, espérant la voir revenir. Mais seul le chant des grillons et un vide douloureux me répondaient. Les jours suivants, j'ai vécu comme un fantôme. Le travail est devenu une routine sans signification. Taper sur le clavier, répondre aux emails, hocher la tête lors des réunions. Mais mon esprit était toujours ailleurs. Je voyais Amara dans chaque coin de l'appartement. Le fauteuil où elle avait l'habitude de s'asseoir, la bibliothèque où elle rangeait ses livres pour enfants, l'oreiller qu'elle serrait quand elle dormait. Tout était un rappel que je l'avais perdu, que j'avais perdu nos 2 enfants, que j'avais perdu notre rêve de famille. Puis, de manière inattendue, mes parents sont réapparus. Un matin, alors que je sortais de l'appartement, ma mère se tenait là, tenant un bouquet d'œillets blancs, son visage inhabituellement doux. « Jackson », a-t-elle dit doucement. « Je sais que tu souffres. Je veux juste t'aider. » Je l'ai regardée, ayant l'impression de fixer une étrangère. « Aider » ai-je demandé, la voix sèche. « Maintenant, vous voulez aider après que vous et Père m'ayez tourné le dos, à moi, à Emory, à Caleb. » Elle n'a pas répondu, a seulement posé les fleurs sur la table et est partie. Mais ce n'était pas la fin. Mon père a commencé à se montrer, apportant des boîtes de nourriture de restaurants chers, disant des choses que je n'avais jamais entendues de sa part. « Fils, ne gâche pas ton avenir pour quelqu'un qui t'a abandonné. » Ma mère était plus subtile, mais ses mots piquaient comme des aiguilles. « Ouvre ton cœur, Jackson. Il y a des gens plus méritants, des gens qui peuvent apporter un vrai bonheur. »
Leur sollicitude semblait trop artificielle, trop soignée, comme une pièce de théâtre soigneusement mise en scène. Un malaise rampant a commencé à s'emparer de moi. Pourquoi se montrait-il maintenant, juste après la disparition d'Amara? Pourquoi était-il si gentil après 2 ans de silence? Je voulais rejeter ces pensées, mais elles s'accrochaient à moi comme une ombre dont je ne pouvais pas me défaire. Quelques semaines plus tard, je suis allé à l'hôpital Saint-Andrew pour récupérer les dossiers médicaux de Caleb à des fins d'assurance. En attendant, une nouvelle employée, une jeune femme aux yeux curieux, m'a remis une copie des dossiers. Elle a hésité, puis a parlé doucement comme si elle avait peur d'être entendue. Ce dossier, il a été modifié plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé que vous devriez le savoir. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'ai pris le dossier, les remercié machinalement et suis rentré chez moi. Cette nuit-là, sous la faible lueur d'une lampe, j'ai ouvert les dossiers de Caleb, lisant chaque ligne, chaque chiffre. Puis, comme guidé par un instinct, j'ai fouillé dans le placard pour les anciens dossiers d'Emory. J'ai placé les 2 dossiers côte à côte, comparant chaque détail. Et c'est là que je l'ai vu. La vérité horrible qui m'a coupé le souffle. Les résultats des tests enzymatiques, les codes génétiques, même les petites notes du médecin. Tout était identique. 2 enfants nés à 2 ans d'intervalle ne pouvaient pas avoir des dossiers médicaux correspondant jusqu'au moindre détail. Ce n'était pas une coïncidence. C'était orchestré. Ma gorge s'est serrée, mon cœur battant la chamade. Je me suis souvenu du regard de ma mère aux funérailles de Caleb, de la façon dont elle évitait de me regarder. J'ai repensé à l'étrange sollicitude de mes parents après la disparition d'Amara. J'ai pensé à leurs paroles sur des lignées incompatibles. Un soupçon glaçant m'a envahi comme un vent glacial. Serait-ce possible? Mes parents avaient-ils quelque chose à voir avec la mort d'Emory et de Caleb? La pensée m'a fait trembler, mais je ne pouvais pas m'en défaire. J'avais besoin de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je me suis assis dans l'appartement vide, entouré de papiers et de dossiers médicaux, me sentant comme si j'étais perdu dans un labyrinthe sans issue. Chaque chiffre, chaque mot dans les dossiers d'Emory et de Caleb était comme un couteau dans mon cœur. Mais c'était aussi les seuls indices que j'avais. Je ne pouvais pas laisser les émotions prendre le dessus. Si mes parents étaient vraiment impliqués dans la mort de mes 2 enfants, j'avais besoin de preuves. Des preuves claires et indéniables. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas le faire seul. J'ai contacté Evelyn Shaw, une vieille amie de l'université qui était maintenant avocate. Evelyn était vive, n'ayant pas peur d'affronter des forces puissantes, et surtout, quelqu'un en qui j'avais confiance. Quand j'ai appelé, sa voix était aussi calme que d'habitude. Mais alors que je racontais ce qui s'était passé, à propos d'Emory, de Caleb, des similitudes étranges dans leurs dossiers médicaux, je pouvais entendre la tension dans sa respiration. « Jacques, a-t-elle dit. Si ce que tu soupçonnes est vrai, ce n'est pas seulement personnel. C'est un crime. Es-tu sûr de vouloir creuser plus profondément? » J'ai serré le téléphone, mes yeux se portant sur les photos encadrées d'Emory et de Caleb sur la table. Evelyn, c'étaient mes enfants. Je n'ai pas le choix. Elle a accepté d'aider. Le lendemain, Evelyn a envoyé une demande légale à l'hôpital Saint-Andrew, les obligeant à fournir tous les dossiers médicaux et documents liés au traitement d'Emory et de Caleb. J'ai attendu dans une suspense angoissant, chaque jour s'étirant comme un siècle. Je ne pouvais pas dormir, ne pouvais pas manger, je fixais simplement mon téléphone, espérant qu'un email d'Evelyn apporterait une percée. Quand les documents sont finalement arrivés, Evelyn m'a appelé à son bureau au centre-ville d'Atlanta. Elle a étalé les papiers sur la table, son expression grave. « Jacques, il y a quelque chose que tu dois voir, a-t-elle dit, me faisant glisser une feuille. C'était une copie d'un virement bancaire d'une société affiliée à Whitmore Financial Holdings, s'élevant à des dizaines de milliers de dollars, envoyé à l'hôpital juste avant la mort de Caleb. La note sur la transaction indiquait simplement « Soutien financier médical spécial ». J'ai fixé le nombre, mon cœur battant la chamade. Qu'est-ce que c'est, Evelyn? Un financement médical? Mes parents ne donnent jamais à des œuvres de charité sans un ordre du jour. Evelyn a hoché la tête, ses yeux vifs. Exactement. Le montant est trop élevé, et le moment est trop opportun. Je soupçonne que c'était un pot de vin à un médecin, une infirmière, ou quiconque pouvait dissimuler la vérité. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Je savais que mes parents étaient froids. Je savais qu'ils attachaient plus d'importance à la réputation de la famille qu'à tout le reste.
Mais pouvait-il aller si loin? Je voulais le nier. Croire que personne, même pas eux, ne pouvait être aussi cruel. Mais les dossiers médicaux identiques, leur soudaine sollicitude après le départ d'Amara, tout pointait dans une seule direction. J'ai décidé de retourner à l'hôpital Saint-Andrew. Cette fois, je n'y allais pas en tant que père en deuil, mais en tant qu'homme à la recherche de la vérité. J'ai cherché Sarah, une infirmière qui avait travaillé de nuit quand Caleb était en soins intensifs. Elle avait toujours été gentille avec nous, mais aujourd'hui, quand je me suis tenu devant elle, j'ai vu de la peur dans ses yeux. « Sarah » ai-je dit, ma voix calme mais ferme. « J'ai besoin de la vérité. Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel dans le cas de Caleb que vous ne nous avez pas dit ?» Elle a secoué la tête, évitant mon regard. « Je ne sais rien, Jacques. J'ai juste fait mon travail. Mais je n'ai pas abandonné. Je lui ai parlé de l'argent, des dossiers médicaux, des soupçons qui me déchiraient. » Après un long silence, Sarah a baissé la tête, sa voix tremblante. « J'ai reçu un paiement » a-t-elle murmuré. « Ils ont dit que c'était une prime pour un bon travail, mais je devais promettre de ne pas parler de ce qui s'est passé pendant ce service. Je ne connais pas les détails, je le jure. J'ai seulement vu un étranger entrer en soins intensifs avant que l'alarme ne se déclenche. » Ces mots étaient comme un éclair. « Un étranger » ai-je demandé, ma voix presque étranglée. « Qui ? À quoi ressemblait-il » Sarah a secoué la tête. « Je n'ai pas bien vu. Il portait une blouse médicale, mais il n'était pas du personnel de l'hôpital. Je suis désolé, Jacques. J'avais besoin de l'argent pour mon propre enfant. J'ai quitté l'hôpital, l'esprit confus. » Sarah ne savait pas grand-chose, mais ses paroles confirmaient que quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de confronter le docteur Graham, le médecin qui avait supervisé les cas d'Emory et de Caleb. C'était un homme d'âge mûr, toujours professionnel. Mais cette fois, alors que je me tenais devant son bureau, je n'étais plus le père confiant. « Docteur Graham » ai-je dit, ma voix froide comme de la glace. « Je sais que quelque chose n'allait pas avec la mort de mes enfants. Les dossiers médicaux d'Emory et de Caleb sont identiques. Que savez-vous à ce sujet ?» Il a pâli, essayant de garder son sang-froid, mais j'ai vu sa main trembler en tenant sa tasse de café. Je l'ai pressé, lui parlant du paiement de Whitmore Holdings, de la confession de Sarah. Finalement, il a baissé la tête, sa voix. « Je ne voulais pas le faire » a-t-il dit. « Ils m'ont donné une grosse somme, l'ont appelé financement de recherche. Tout ce que j'avais à faire était d'inscrire la cause du décès comme un trouble génétique. Je n'ai pas posé de questions. Je suis désolé. J'ai senti le sang me monter à la tête, mais je me suis forcé à rester concentré. « Qui sont-ils » ai-je demandé, ma voix tremblant de colère. Il a secoué la tête. « Je ne sais pas exactement. L'intermédiaire a dit qu'il représentait une famille puissante. » J'ai quitté son bureau, le cœur lourd comme du plomb. Mes parents, ils ne savaient pas seulement. Ils étaient directement impliqués. Mais j'avais encore besoin de preuves. Quelque chose d'indéniable. Quelques jours plus tard, alors que je triais des papiers dans l'appartement, un email anonyme est apparu dans ma boîte de réception. Pas d'objet, pas de signature, juste une pièce jointe. Une vidéo floue de vidéosurveillance du couloir des soins intensifs la nuit de la mort de Caleb. Je l'ai regardé encore et encore, mon cœur battant la chamade. Une silhouette en blouse médicale se penchait sur l'incubateur de Caleb quelques minutes avant que l'alarme ne retentisse. Son visage n'était pas clair, mais ses mouvements, rapides, délibérés, montraient qu'elle savait ce qu'elle faisait. J'ai envoyé la vidéo à Evelyn. Elle a immédiatement déposé une demande pour que les échantillons biologiques de Caleb soient testés dans un laboratoire indépendant sans lien avec Whitmore Holdings. Les jours d'attente des résultats ont été un cauchemar. Je ne pouvais pas dormir, ne pouvais penser à rien d'autre qu'aux images d'Emory et de Caleb, les enfants que j'avais juré de protéger. Quand les résultats sont arrivés, Evelyn m'a appelé immédiatement à son bureau. Elle a posé le rapport devant moi, ses yeux tendus. « Jacques, les échantillons de Caleb montrent des traces d'une substance étrangère, un médicament non inclus dans son plan de traitement. C'était bien au-dessus des niveaux sûrs et aurait pu provoquer une insuffisance cardiaque. » J'ai lu le rapport, chaque mot comme un coup de poignard au cœur. Je n'avais plus de doute. Mes parents ou quelqu'un qu'ils avaient engagé était intervenu dans la mort de mes deux enfants. Emory et Caleb ne sont pas morts de cause naturelle.
Ils sont morts à cause de l'orgueil et du pouvoir de ma famille. La famille que je pensais autrefois me protéger. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Evelyne, ai-je dit, ma voix, je veux qu'il paie. Même si cela signifie détruire le nom Whitmore, j'obtiendrai justice pour mes enfants. Elle a hoché la tête, ses yeux résolus. Nous le ferons. Je préparerai la plainte. Mais Jacques, tu dois être prêt. Ce sera une bataille longue et douloureuse. J'ai regardé par la fenêtre le ciel gris d'Atlanta, comme si une tempête se préparait. Mais dans mon cœur, je n'avais plus peur. Emory et Caleb méritaient la justice. Et moi, même si je devais affronter le monde entier, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Evelyne avait préparé la plainte, un dossier épais rempli de preuves indéniables. Des dossiers médicaux falsifiés, des reçus de virements bancaires, le témoignage de l'infirmière Sarah, la confession du docteur Graham et les images floues mais accablantes de la vidéosurveillance. Chaque pièce était comme un couteau dans mon cœur, mais elles ont aussi alimenté ma détermination à aller de l'avant. Je savais que déposer la plainte immédiatement provoquerait une explosion et que la réputation de Whitmore Financial Holdings s'effondrerait comme un château de sable. Mais avant de le faire, je voulais confronter mes parents, non pas par haine, mais parce que j'avais besoin d'entendre la vérité de leur propre bouche. J'avais besoin de savoir s'ils m'avaient jamais vraiment aimé ou si je n'étais qu'un pion dans leur jeu de prestige. J'ai organisé une rencontre avec eux au manoir de Northside Hill, un endroit que j'appelais autrefois ma maison, mais qui me semblait maintenant un souvenir froid. En entrant dans le salon, la lumière du lustre en cristal scintillait toujours, mais elle ne m'apportait plus de chaleur. Mon père, Thomas, était assis dans son fauteuil, ses yeux aussi vifs et froids que jamais. Ma mère, Eleanor, se tenait près de la cheminée, les mains jointes, le visage sans expression. J'ai glissé un petit enregistreur dans ma poche, l'activant silencieusement. Je ne voulais pas qu'un seul de leurs mots s'échappe. Père, mère, ai-je commencé, ma voix calme mais résolue. Je connais la vérité sur Emory et Caleb. Je sais pour l'argent de Whitmore Holdings, les dossiers médicaux falsifiés, l'étranger en soins intensifs. Je veux l'entendre de votre bouche. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça à mes enfants? Mon père a laissé échapper un rire méprisant. Jackson, que fais-tu? Calomnier ta propre famille avec ces accusations? Penses-tu que nous te laisserions détruire la réputation des Whitmore avec ces fantasmes délirants? J'ai regardé droit dans ses yeux, sans vaciller. Ce ne sont pas des délires. J'ai des preuves, des virements bancaires, des témoignages de l'infirmière et du médecin. J'ai des images vidéo montrant un étranger injectant quelque chose à Caleb. Qu'avez-vous fait? Ma mère s'est détournée, ses épaules tremblant légèrement. Mon père s'est levé, me montrant du doigt, sa voix tonnant. Assez. Tu n'as pas le droit de nous interroger. Nous avons tout fait pour te protéger. Pour protéger cette famille. Protéger, ai-je crié, incapable de me retenir plus longtemps. Protéger en tuant mes enfants. Emory et Caleb n'étaient pas des obstacles dans vos plans. C'étaient mes enfants, ma chair et mon sang. L'air dans la pièce semblait se figer. Mon père respirait lourdement, ses yeux brillants de colère. Mais ma mère, pour la première fois, m'a regardé directement. Ses yeux étaient rouges, et j'ai vu une fissure dans sa façade parfaite. Jackson, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Nous ne voulions pas que tu souffres. Nous voulions seulement protéger ton avenir. Amara, elle. Elle n'était pas convenable. Ses enfants, ils ne pouvaient pas faire partie de la lignée Whitmore. C'était comme une gifle. Pas convenable, ai-je répété, la voix étranglée. Vous parlez de mon fils et de ma fille. Qu'avez-vous fait? Dites-moi. Mon père s'est avancé, essayant de l'arrêter. Eleanor, ne dit rien. Mais elle a secoué la tête, des larmes coulant sur ses joues. Jackson, nous avons engagé quelqu'un pour s'assurer que les enfants ne survivent pas. Une petite dose, sans douleur. Nous pensions que c'était la meilleure solution pour toi, pour la famille. Sa confession a transpercé mon cœur comme une lame. J'ai reculé, l'esprit confus. Mon père a crié, essayant de couvrir sa voix. Assez, Eleanor. Tais-toi. Mais il était trop tard. L'enregistreur dans ma poche avait tout capturé, chaque mot, chaque souffle. Je les ai regardés, les gens que j'appelais autrefois mes parents, maintenant des étrangers. Vous ne m'avez jamais aimé, ai-je dit,
ma voix. Vous ne vous souciez que de votre réputation, du nom Whitmore. Mais je m'assurerai que vous payiez. Mon père m'a regardé, ses yeux vides de remords. Nous l'avons fait pour protéger la lignée Whitmore. Tu comprendras un jour. Je me suis retourné et je suis sorti du manoir, sans regarder en arrière. Leurs mots résonnaient dans mon esprit, mais je ne ressentais plus de douleur. Il n'y avait qu'une détermination brûlante à chercher la justice pour Emory et Caleb. Quelques jours plus tard, Evelyn a déposé la plainte auprès du tribunal de l'État de Géorgie, en y joignant toutes les preuves, les dossiers médicaux falsifiés, les virements bancaires, les témoignages du personnel hospitalier, les images de vidéosurveillance et l'enregistrement de ma confrontation avec mes parents. L'affaire a explosé comme une bombe. Les grands journaux ont fait les gros titres. La dynastie Whitmore accusée d'avoir orchestré la mort de 2 nourrissons. L'histoire a fait la une des journaux d'Atlanta à New York. Whitmore Financial Holdings, autrefois un empire invincible, a été traîné sous les feux des projecteurs, faisant l'objet d'enquêtes pour corruption, falsification de dossiers médicaux et dissimulation de preuves. Le procès s'est déroulé dans une atmosphère tendue. Les journalistes s'entassaient devant le palais de justice. Les caméras étaient braquées sur moi alors que j'entrais. Je n'ai rien dit, j'ai seulement serré dans ma poche le petit cadre photo d'Emory et de Caleb, un rappel que je faisais cela pour eux. Mon père, Thomas, a été accusé de complicité et d'obstruction à la justice. Ma mère, Eleanor, a été accusée de meurtre et de corruption médicale. Les médecins et les infirmières impliqués, y compris le docteur Graham et Sarah, ont témoigné, avouant tout en échange de peines réduites. Tout au long du procès, je suis resté assis là, écoutant les détails horribles, les médicaments injectés dans les corps fragiles d'Emory et de Caleb, les réunions secrètes entre mes parents et le personnel de l'hôpital, l'argent transféré pour acheter le silence. Chaque témoignage était un coup de poignard au cœur, mais je n'ai jamais quitté mes parents des yeux. Mon père a conservé son attitude arrogante, mais ma mère, elle, a failli craquer, ses yeux vides, comme si elle réalisait enfin le coup de ce qu'ils avaient fait. Le jour du verdict est arrivé, la salle d'audience était bondée. Le juge a lu les peines d'une voix stable et claire. Eleanor Whitmore, coupable de meurtre et de corruption médicale, condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Thomas Whitmore, coupable de complicité et d'obstruction à la justice, condamné à 20 ans de prison. Tous les biens de la famille Whitmore sont gelés pour indemniser les victimes. Le personnel médical impliqué a reçu des peines allant de 5 à 10 ans, certains bénéficiant d'un sursis probatoire pour avoir coopéré à l'enquête. Alors que mes parents étaient escortés hors de la salle d'audience, je suis resté immobile, les regardant une dernière fois. Mon père n'a pas croisé mon regard, mais ma mère s'est retournée, ses yeux semblant implorer quelque chose. Je n'ai pas répondu. Ils avaient choisi leur réputation plutôt que la vie de mes enfants, et maintenant la justice avait été rendue. J'ai quitté la salle d'audience en silence, le soleil de fin d'après-midi illuminant le petit cadre photo d'Emory et de Caleb dans ma main. La lumière était douce, comme un adieu de mes 2 petits anges. Je savais que même si la justice avait prévalu, la douleur dans mon cœur ne s'effacerait jamais. Mais au moins, j'avais fait ce qu'il fallait pour Emory, pour Caleb et pour moi-même. Dans les jours qui ont suivi le procès, le nom Whitmore est devenu le centre de toutes les conversations. Journaux, télévision, réseaux sociaux, tous étaient en effervescence avec l'histoire des crimes cachés sous le couvert du prestige. Les gros titres criaient « La dynastie des magnats s'effondre ». Whitmore Financial Holdings fait face à une crise sans précédent. Les actions de la société ont chuté. Les partenaires ont retiré leurs investissements un par un. Et le conseil d'administration a été entraîné dans une série d'enquêtes. Le manoir de Northside Hill, autrefois symbole de pouvoir, n'était plus qu'une ombre fanée, scellée pour indemniser les victimes. La famille Whitmore, que mes parents avaient placée au-dessus de tout, a été réduite à une histoire édifiante sur l'orgueil et la cruauté. J'ai été innocenté, salué par la presse comme un héros pour m'être dressé contre ma propre famille. Mais chaque fois que je voyais le nom Whitmore imprimé, je ne ressentais qu'un vide froid. Je n'étais pas fier, je n'étais pas triomphant. J'étais épuisé, comme si toute ma force avait été drainée dans la poursuite de la justice. Atlanta, avec ses rues illuminées et ses gratte-ciel imposants, me semblait maintenant étouffante. J'avais besoin de partir, de trouver un endroit pour guérir les blessures que j'avais portées trop longtemps. Je me suis souvenu des après-midi au bord de la rivière Chattahoochee, quand Tamara parlait de son rêve de vivre au bord de la mer, où nous pourrions écouter les vagues et oublier le monde. Charleston,
Caroline du Sud. C'était l'endroit dont nous avions rêvé ensemble. J'ai emballé quelques vêtements, les photos encadrées d'Emory et de Caleb, et j'ai quitté Atlanta sans regarder en arrière. Charleston m'a accueilli avec des rues ombragées par des magnolias et l'odeur salée de l'océan. J'ai loué un petit appartement face à la mer, où chaque matin je pouvais entendre les vagues se briser contre le rivage et voir la lumière du soleil scintiller sur l'eau. L'appartement était simple, juste une chambre, un coin cuisine et un petit balcon. Mais pour moi, c'était un nouveau départ. J'ai ouvert un petit café près de la plage, l'appelant le coin d'Emory et Caleb. Le nom était ma façon d'honorer mes 2 enfants. Non pas pour ressasser la douleur, mais pour les garder vivants dans mon cœur dans les choses simples et belles. Chaque matin, je me réveillais tôt, je préparais du café et je me tenais derrière le comptoir en regardant les clients aller et venir. Les pêcheurs s'arrêtaient pour un café noir avant de prendre la mer. Les couples se tenaient la main à la table du coin, et les inconnus partageaient leurs histoires. J'écoutais, souriais, et sentais mon cœur s'adoucir lentement. Le bruit des vagues, l'odeur du café torréfié et la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres me rappelaient les jours avec Amara, quand tout était simple, quand l'amour était tout ce dont nous avions besoin. Mais même si mon cœur essayait de guérir, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Amara. Elle avait disparu, me laissant avec une lettre et un vide insondable. Je ne lui en voulais pas. La douleur de perdre 2 enfants était trop forte, et peut-être qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver. Mais chaque soir, en fermant la boutique et en m'asseyant seul sur le balcon, je regardais la mer et priais pour qu'un jour elle revienne. Un matin tôt, alors que la boutique était encore calme, j'essuyais le comptoir quand la sonnette a retenti. J'ai levé les yeux et mon cœur s'est arrêté. Amara se tenait là, dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe bleu pâle, ses cheveux attachés lâchement, ses yeux hésitants, mais toujours aussi chaleureux. Elle était plus mince, ses yeux portaient les marques de jours difficiles. Mais son sourire, le sourire que j'avais aimé plus que tout, était toujours là. « Jacques » a-t-elle dit, sa voix douce, comme si elle avait peur de briser le silence. Je n'étais pas sûr de devoir venir, mais j'ai entendu parler du procès, de ce que tu as fait. Je voulais dire, je suis désolé. Je me suis figé, ne sachant que dire. Je voulais courir vers elle, la serrer dans mes bras, crier que je l'avais cherchée dans tous mes rêves, mais je me suis seulement avancé et j'ai pris sa main. Amara, ai-je murmuré, tu n'as pas besoin de t'excuser. Je veux juste savoir que tu vas bien. Nous nous sommes assis dans un coin de la boutique, près d'une fenêtre donnant sur la mer. Elle m'a raconté qu'après avoir quitté Atlanta, elle était venue à Charleston, vivant tranquillement dans un petit appartement près de la rivière. Elle travaillait dans une bibliothèque, passant ses journées à organiser des livres et à éviter les souvenirs du passé. Je pensais que si j'arrêtais de me souvenir, si j'arrêtais de penser à Emory et Caleb, la douleur disparaîtrait, a-t-elle dit, les yeux rouges. Mais j'avais tort. Je ne pouvais pas oublier. Et quand j'ai entendu parler du procès, de ce que tu as fait pour obtenir justice pour nos enfants, j'ai su que je ne pouvais plus continuer à fuir. J'ai serré sa main plus fort, mes propres larmes coulant. Je lui ai raconté mon parcours, les nuits blanches, les preuves que j'ai découvertes, le moment où ma mère a avoué l'horrible vérité. Je ne l'ai pas fait pour moi, Amara, ai-je dit, la voix étranglée. Je l'ai fait pour Emory, pour Caleb, et pour notre amour. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Elle a baissé la tête, des larmes coulant sur ses joues, mais elle a ensuite levé les yeux, esquissant un sourire étranglé. Jacques, je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus. Nous nous sommes enlacés là, dans le café silencieux, comme si le temps ne nous avait jamais séparés. Le bruit des vagues à l'extérieur de la fenêtre était comme une douce chanson, et je savais que, peu importe à quel point le passé était douloureux, nous avions encore l'un l'autre. Nous avons décidé de recommencer, libres de prestige ou de haine, avec seulement l'amour et les souvenirs que nous choisissions de garder. Amara a emménagé dans mon petit appartement. Elle a repris son travail à la bibliothèque, ramenant à la maison des livres pour enfants et me les lisant le soir. J'ai continué à gérer le coin d'Emory et Caleb. Et chaque jour, je sentais mon cœur s'alléger, comme si les vieilles blessures guérissaient lentement sous le soleil de Charleston. 2 ans plus tard, Amara est de nouveau tombée enceinte. Cette fois, nous n'avions pas aussi peur. Nous prenions soin l'un de l'autre chaque jour, nous tenant la main à chaque visite prénatale. Et quand le jour de l'accouchement est arrivé, nous avons éclaté de joie. Amara a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, en bonne santé,
avec des yeux pétillants et des sourires comme ceux de leur mère. Nous les avons nommés Emory et Caleb, une façon pour nos deux petits anges de revivre dans les bras aimants de notre famille. Chaque après-midi, alors que le soleil se couchait sur la mer de Charleston, je me tenais sur le balcon, regardant Amara jouer avec nos enfants. Leur rire se mêlait au bruit des vagues comme un chant d'espoir. Je savais que le passé ne pourrait jamais être effacé. Mais nous avions trouvé la paix, une paix véritable construite sur l'amour, le pardon et tout ce que nous avions surmonté ensemble. J'ai tenu la main d'Amara, sentant sa chaleur, et j'ai su qu'après toutes les tempêtes, nous nous étions retrouvés et avions trouvé un véritable foyer. Au fil du temps, les vagues tumultueuses de l'histoire des Whitmore se sont progressivement calmées. Les gros titres qui criaient autrefois sur les crimes de ma famille ont laissé place à de nouvelles histoires. Whitmore Financial Holdings, autrefois un empire invincible, s'était effondré, réduit à un simple nom dans les récits d'avertissement sur l'éthique des affaires. Mais à Charleston, dans le petit havre de paix d'Emory and Caleb S. Corner, l'histoire d'Amara et la mienne sont devenues autre chose. Une histoire de résilience, de compassion et de la façon dont les gens peuvent se relever après une perte inimaginable. Mon café est devenu un lieu spécial. Non pas à cause du café, bien que je sois fier des lattes que je préparais, mais à cause de l'atmosphère, un lieu où les gens pouvaient s'asseoir, partager et trouver la paix. Pêcheurs, jeunes couples, passants. Ils venaient non seulement pour le café, mais pour un moment de calme au milieu du chaos de la vie. Ils connaissaient ma tragédie, non pas parce que j'en parlais, mais parce que la nouvelle s'était répandue. Pourtant, j'en parlais rarement. Au lieu de cela, j'écoutais l'histoire d'une mère qui avait perdu son enfant, d'un homme qui avait perdu foi en la vie. Des âmes à la dérive en quête de guérison. Sur le mur en bois de la boutique, j'ai accroché une petite plaque gravée des mots « Personne ne peut changer le passé, mais chacun peut choisir comment vivre avec ». C'était un rappel non seulement pour les clients, mais pour moi-même. Chaque fois que je voyais ces mots, je pensais au jour où je croyais que je ne pouvais pas continuer, et je savais que j'avais choisi de vivre, non pas pour oublier Emory et Caleb, mais pour transformer la douleur en force. Des années plus tard, j'ai décidé d'écrire notre histoire dans un petit livre. Non pas pour ressasser la tragédie ou rouvrir de vieilles blessures, mais pour partager ce que j'avais appris de tout cela. Le livre, intitulé « Lumière sur la mer », a été inspiré par les moments où Amara et moi lâchions des lanternes en papier sur le rivage de Charleston. J'ai appris que la vérité, aussi profondément cachée soit-elle, trouvera toujours un moyen de sortir. La justice ne viendra peut-être pas rapidement, mais elle viendra. Parfois au prix du temps et de la perte. Le chemin pour obtenir justice pour Emory et Caleb m'a beaucoup coûté. Mais il m'a aussi montré que la vérité est une flamme qui ne peut être éteinte. Le véritable amour n'a pas besoin de titre ou de lignée. Il ne nécessite que la confiance, le courage et la conviction que l'autre personne vaut chaque sacrifice. Amara et moi avons surmonté les préjugés pour nous trouver. Notre amour a été construit sur des moments simples, comme lorsqu'elle m'a appris à danser la salsa ou lorsque nous avons lâché des lanternes en papier sur la mer. La famille n'est pas une question de sang. Mes parents ont choisi la réputation plutôt que la vie de mes enfants. Mais Amara, Emory et Caleb, eux, étaient ma famille, peu importe à quel point le passé était douloureux. Le pouvoir et le prestige n'ont de sens que lorsqu'ils sont associés à l'intégrité. Mes parents ont sacrifié leur conscience pour préserver le nom Whitmore, mais à la fin, tout n'était que vide. Le préjugé est un poison qui tue la compassion. J'ai vécu autrefois dans leur monde où tout était mesuré par le statut et la lignée, mais j'ai choisi de le laisser derrière moi. Face à la perte, la vengeance n'est pas la réponse. J'ai voulu un jour que mes parents souffrent comme j'avais souffert, mais j'ai réalisé que la justice et la guérison comptaient plus. Le pardon ne signifie pas oublier. Je n'ai pas pardonné à mes parents pour eux, mais pour moi. Pour me libérer des chaînes de la haine. Pour vivre pour Amara, pour nos nouveaux enfants, et pour moi-même. Je veux dire à quiconque lit cette histoire, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble mal, ne restez pas silencieux. Ne troquez jamais la vérité contre la réputation. Aimer, c'est protéger, pas posséder. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, ayez le courage de rester à ses côtés même quand le monde vous tourne le dos. Et surtout, la paix ne vient pas de l'oubli du passé, mais de l'apprentissage à mieux vivre après en être sorti. Chaque année, aux anniversaires d'Emory et de Caleb, nos deux petits anges qui courent maintenant sur les plages de Charleston, Amara et moi allons à la mer et lâchons 2 lanternes en papier. Nous nous tenons là, main dans la main, regardant les lumières brillantes dériver sur l'eau, scintillant comme de petites étoiles dans l'océan.
C'est un rappel qu'après toute la douleur, l'amour et la vérité sont les seules choses qui ne s'estompent jamais. Je regarde Amara, son sourire, et je sais que nous n'avons pas seulement survécu à la tempête. Nous avons trouvé la lumière et nous la garderons pour toujours.